Madame, monsieur, bonsoir. C'est le 10e numéro de Faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur ce soir de la malbouffe? Nous mangeons mal, trop salé, trop sucré. Nos enfants sont souvent obèses, quelquefois nos compagnes aussi. Les Guadeloupéens sont loin d'être sous-alimentés, ils sont même quelquefois suralimentés. C'est bien la question qui se pose ce soir. Est-ce que la malbouffe, c'est un problème de santé publique? Eh bien, nous allons en débattre ce soir avec beaucoup d'invités, pratiquement que des femmes. Pratiquement. Alors, je vais présenter, on commence par la plus ancienne, Madame Vulgaire, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre de l'association des cuisinières. Des cuisinières, oui. Depuis 50 ans, on m'a dit. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. De 50 ans. C'est un bon parcours. On va parler avec vous tout à l'heure de la cuisine traditionnelle guadeloupéenne. À votre côté, Madame Loferne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes nutritionniste, c'est bien ça? Oui. Alors, c'est quoi votre job exactement? En fait, c'est apprendre ou réapprendre aux personnes à manger. Donc, les gens ne savent pas manger. Ils ont parfois oublié. Madame Crane, bonsoir. Vous êtes phyto, alors je ne vais pas me tromper, phytochimiste. Oui, docteur en phytochimie, oui. Docteur en phytochimie, alors il va falloir préciser un peu ce que c'est qu'une doctoresse en phytochimie, à quoi vous servez dans la société. Oui, en fait, les phytochimistes servent à mieux connaître les aliments, notamment, et aussi leur incidence sur l'organisme. Donc, d'un point de vue microbiologique, d'un point de vue physico-chimique, connaître ces aliments pour ensuite les utiliser à bon escient. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier nouveau? Non, il existe des phytochimistes depuis un certain temps. Oui. Et en Guadeloupe, non. Même en Guadeloupe. En Guadeloupe, à l'Université Antilles-Guyane, il en existe. À vos côtés, Madame Bonneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi nutritionniste. C'est bien ça. On a bien besoin en Guadeloupe? C'est ça, il en faut. Il en On faut. est là. D'accord. On est là. Bien, avec toutes ces dames et avec vous, téléspectateurs, en fin d'émission, on va pouvoir parler de la malbouffe. Est-ce que nous mangeons trop mal, trop bien, trop salé, trop sucré? Je vais poser la question. Alors, je pose la question d'abord à la nutritionniste. Les gens, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent? D'abord, ils veulent perdre du poids. Généralement, ils ne veulent que ça. Ils sont conscients déjà qu'ils ont... Il y a une prise de conscience quand même, mais parfois, malheureusement, c'est quand des maladies sont déjà là. Par exemple, diabète. Quand c'est déjà trop tard. Des fois, ça arrive. Mais le plus souvent, dans le centre où nous travaillons avec la collègue, c'est pour perdre du poids, principalement. D'accord. Madame Kahn, alors vous menez un certain nombre d'opérations d'une manière générale, vous travaillez avec la région, avec d'autres organismes, avec le CESAG. Alors, juste de petits mots, c'est cet organisme CESAG qui sert à quoi? Oui, le Centre Environnement Santé de Guadeloupe, en fait, c'est un organisme qui initie des actions de sensibilisation pour le tout public sur cette thématique, notamment de la malbouffe. D'accord. Et donc, cet organisme prône l'utilisation des aliments locaux, justement, dans notre alimentation de tous les jours. Alors, puisqu'on parle d'aliments locaux, on va venir avec Madame Monique Vulgaire. Alors, Madame Vulgaire, l'association des cuisinières, chaque année fait une manifestation, on le sait, bénédiction des repas. Est-ce que la cuisine traditionnelle se porte bien en Guadeloupe? Alors, elle se porte assez bien. Parce que le plus grand, comment dirais-je, reproche qu'on nous fait, c'est de faire de la cuisine antillaise. C'est un reproche? On fait un reproche de oui, faire de la cuisine antillaise? Et beaucoup de gens, Et pourquoi, ce jour-là, on fait des racines, on fait du fruit à pain, on fait des ignames, on fait des patates, de ce qu'on produit ici. Oui. Vous avez toujours fait ça de toute manière. Alors moi, je réponds, je suis très contente ce soir que vous nous ayez invité l'association des cuisinières pour pouvoir dire aux gens que nous sommes une association traditionnelle. Donc, on fait la tradition. Tout à fait. Il faut faire cuire des ignames, des patates, c'est ce qu'on plante ici. C'est vrai. Même si on l'améliore, Oui. parce que quand moi j'ai été élevé, c'était un petit peu brut. C'est-à-dire le midi, oui. On le mangeait, on appelait ça à gros sel. Ah bon? Oui, racine à gros sel. C'est avec donc de l'eau et du sel cuit. Ouais. Mais à présent, c'est amélioré. Oui. On fait des frites de camanioc, on fait des frites de banane, on fait des frites de patates. D'accord.
Alors, je pose la question à la nutritionniste, celle-là, Madame Bono. Institutionnelle. Oui, on va revenir vers vous tout à l'heure. Quand vous entendez le discours de Madame Vulgaire, Oui. est-ce que ça va dans le sens de ce que vous conseillez à vos... Oui, bien sûr, toujours manger. Parce que on les appelle des patients, les gens qui viennent vous Des voir. patients, Ce voilà. sont des patients. Donc, oui, bien sûr, on leur dit toujours de manger local. Hein. Ils Oui. nous demandent souvent si on donne des plans alimentaires, bien sûr, avec des produits d'ici. Oui. Mais bien sûr, on est obligé d'adapter l'alimentation à chacun en fonction de ses besoins, en fonction des goûts des personnes aussi. Mais on favorise toujours les Vous avez le produits, sentiment locaux. d'un retour au local quand même. Local. Je veux dire que la tranche 20-30 ans, on dirait que les goûts se sont un peu occidentalisés, on va Oui, dire. plutôt McDo. Voilà, plutôt McDo, pâterie, voilà, les choses rapides, faciles à faire, mais nous on remet aussi au goût du jour les produits locaux. Bien sûr. Oui, alors je reviens vers Madame Vulgaire. Alors, quand vous faites votre cuisine traditionnelle, comme vous dites, quels sont les plats qui reviennent le plus souvent au niveau de la Guadeloupe, bien sûr? Alors, pour moi-même ou bien pour les... D'une manière générale. D'une manière Aussi bien générale. pour vous, parce que j'imagine, vous avez dit tout à l'heure que depuis, entre votre enfance et aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Les choses ont évolué parce qu'on fait on travaille les produits locaux différemment. Oui. On fait plus de gratin, on fait plus de... mais C'est plus avant, raffiné, c'est plus raffiné. C'est plus raffiné. Oui. C'est plus raffiné. Par exemple, quand j'ai été élevé, comme je vous dis, le midi c'était à Rossel. Mais le soir, on faisait par exemple soupe à fruits à pain. Ah, Soupe à fruits à pain, c'est-à-dire qu'on coupait le fruit à pain par petits morceaux, on mettait de la viande salée dedans. Et c'était... alors, il paraît que c'est trop salé. On mange trop salé, Madame, Madame Lofer. Je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous l'entendez. Oui, de nos jours, on mange trop salé. Faute à, on va dire, les produits industriels souvent qui salent, hein, parce que le sel... Mais même au niveau local, je parle au niveau local. D'accord. Bon, au niveau local, oui, on mange trop salé, parce que le sel, ça donne du goût, ça donne de l'appétit. Mais c'est vrai qu'on peut cuisiner local sans cuisiner salé. La viande, on la dessale plus avant de la mettre dans son repas. C'est des choses assez basiques, mais il faut savoir qu'on peut dessaler la viande. On n'est pas obligé de manger trop salé. La viande qu'on vend, ce qu'on appelle ici des salaisons, il faudrait la dessaler. Dessaler, bien sûr. Alors, quelle est Dessaler l'incidence, Madame Crane, je ne sais pas si vous êtes docteur, ou vous pouvez nous dire l'incidence du sel sur l'organisme quand c'est ingéré de façon trop systématique? Justement, l'ingestion de sel de manière un peu démesurée peut entraîner l'hypertension artérielle. Et donc, à terme, les vaisseaux se bouchent. Et donc, le sang a du mal à circuler. Et donc, les maladies cardiovasculaires. Et si en plus de cela, on a l'habitude de manger aussi des viandes qui sont très grasses, donc là, les artères sont d'autant plus bouchées. Et c'est un facteur qui favorise justement ce type de maladie. Alors, est-ce qu'on peut dire que, puisque depuis quelques années, on remarque une recrudescence de maladies cardiovasculaires, c'est lié à notre alimentation. Je pose la question, pourquoi? Parce qu'à l'époque de Madame Vulgaire, il y a peut-être 40 ans, 50 ans, il y avait moins d'AVC, et pourtant les gens avaient moins de nutritionnistes, moins de phytochimistes. Comment vous expliquez ça? Donc en fait, il y a le problème de la sédentarité, en fait, parce qu'à l'époque, ils étaient très actifs, ils se nourrissaient d'une certaine manière, mais ils avaient une activité, ils avaient une activité par ailleurs qui permettait justement d'équilibrer un peu cette alimentation. Donc c'est vrai que la sédentarité est un facteur qui aggrave justement l'apparition de ce type de maladie. Alors, Madame Vulgaire, je prends un exemple de choses que je connais, que vous connaissez bien. Est-ce que dans les cuisiniers, on fait des dombrés toujours? Si on fait des... Dombrés toujours. Ah oui, on fait des dombrés, on fait des dombrés au oiseau, on fait des dombrés avec les queues. Mais nous aussi, nous avons diminué le sel. Ah, quand même. On fait bien détremper la viande salée qu'on se sert. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. S'il y a des gens qui aiment beaucoup de sel, ils vont ajouter. Mais nous-mêmes, nous faisons détremper. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop détrempé. Mais Vous ajoutez on dit qu'il ne faut jamais ajouter du sel quand moi, je n'ajoute pas, mais je dis que c'est un petit peu trop fade. Oui. Par exemple, la morue. Moi, je ne mange pas de la morue chez ma fille. Pourquoi? Parce que sa morue, il faut qu'elle soit bien salée. Ah, oui.
Donc, moi, quand elle m'achète de la morue plus mince, Oui. pour que ça soit. Alors, je reviens vers les nutritionnistes, Madame Bonneau ou Madame Loferne. Ce genre de conseils, enfin de précautions alimentaires, vous avez souvent à les prescrire à vos patients et comment ils réagissent? Parce que j'imagine qu'un Guadeloupéen normalement constitué mange très salé, très pimenté, très gras. Voilà. Donc c'est vraiment on va changer les habitudes vraiment petit à petit. Donc on va faire ça progressivement. On leur dit toujours qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. D'accord. Oui. Donc on va démarrer par diminuer un peu le sel, diminuer un peu le gras, mais vraiment faire ça, les choses vraiment progressivement. Et les résultats sont probants? Oui. Surtout dès que la santé rentre en jeu, je pense que les gens font plus d'efforts. Et quelle tranche d'âge vous consultez en général? De 20 ans à 55, 60 ans. C'est 50. vraiment, et même des enfants aussi. Donc Même c'est des enfants, vraiment parce qu'on dit très large que nos public. enfants sont trop obèses. Oui, on a de beaucoup manière d'enfants générale. obèses. En Alors, consultation. ce matin, une équipe de Canal 10 a rencontré le docteur Attala, que vous connaissez tous et toutes. Et on lui a posé un certain nombre de questions, notamment sur la question de l'obésité. On va tout de suite le retrouver. Alors l'obésité en Guadeloupe, mais je dirais à travers le monde, est devenue une véritable épidémie et un véritable problème de santé publique. D'ailleurs, beaucoup de pays se mobilisent contre ce fléau. Je prends l'exemple des États-Unis où Madame Obama, en personne, s'est impliquée pour pouvoir sensibiliser toute la population américaine concernant ce problème. En Guadeloupe, malheureusement, c'est un problème puisque nous venons de terminer une grande étude qui a été publiée, l'étude Podium, que l'on peut consulter sur le site du réseau HTA Guad, qui confirme que les chiffres de l'obésité chez l'adulte, mais malheureusement chez l'enfant, sont effectivement en augmentation. Un chiffre, 9% de nos enfants sont obèses en Guadeloupe contre 4% en métropole, donc 2 fois plus. Chez les adultes, 23% des adultes sont obèses et ce chiffre est de 16% en métropole. Donc nous nous situons entre l'Europe et les États-Unis au niveau de la Caraïbe et au niveau de la Guadeloupe. C'est un vrai problème de santé publique qui nécessite la mobilisation de tous les partenaires. Ce n'est pas qu'une affaire de professionnels de santé, ce n'est pas qu'une affaire de médecins, mais c'est un véritable problème où l'ensemble des partenaires doivent s'impliquer. La loi Lurel sur les produits sucrés est-elle appliquée en Guadeloupe, ou du moins respectée? Alors cette très belle loi qui a été initialement présentée par Victorin Lurel, puis après par Hélène Vainqueur, a été adoptée définitivement. Et son application va rentrer en Guadeloupe, l'application officielle, ça sera à partir du 1er janvier 2014. Cette loi, c'est une loi qui à la fois demande à ce que les produits vendus en Guadeloupe ne soient pas plus sucrés arrivés en Guadeloupe, parce qu'on avait cette aberration, où des produits fabriqués en métropole arrivés en Guadeloupe étaient sursucrés. C'est inadmissible. Et puis on a profité, et Hélène Vainqueur et Victorin Lurel ont très bien défendu ce dossier, ils ont profité pour aménager cette loi, qu'on appelle maintenant une loi sur la santé alimentaire et le bien-être alimentaire. Il y aura également une incitation à l'utilisation de produits locaux dans la restauration collective, de façon à ce que lorsqu'un appel d'offres se fera par des collectivités, la restauration collective, il y ait un quota de produits locaux à circuit court qui soit dans cet appel d'offres. En tant que médecin, que préconisez-vous pour régler le problème de la malbouffe en Guadeloupe? Alors, c'est un vrai problème de santé publique, l'alimentation. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a parfois le coût des aliments, qui est aussi un élément. Quand on se dit aux personnes qu'il faut manger 2 fois du poisson par semaine, manger plus de fruits, de légumes, c'est vrai qu'il y a également l'éducation des patients et des jeunes. Ils ont moins tendance à avoir ce réflexe à manger, à prendre goût à manger des fruits et légumes. C'est la raison pour laquelle la région Guadeloupe, entre autres, a mis un certain nombre de dispositifs pour inciter ces jeunes. Par exemple, la banane à la récréation. Il y a aussi les ambassadeurs de bonne conduite alimentaire et ainsi que d'autres dispositifs pour que les jeunes prennent ce goût et comprennent tout l'intérêt à manger des fruits et des légumes. Il y a également le problème aussi de la précarité et de la malbouffe. Il y a ce lien qui est bien prouvé que lorsqu'on est précaire, lorsqu'on a des revenus modestes, on a tendance à moins bien manger parce que les produits qui sont meilleurs marchés alimentaires sont souvent des produits gras, des produits sucrés. Donc ça, c'est très important. Et il faut aussi, puisqu'on parle de malbouffe, on parle d'obésité, bien insister sur l'importance de l'activité physique. Et malheureusement, en Guadeloupe, une autre étude que nous avons menée, qui s'appelle l'étude AFIGUAD, a montré que bien que nous soyons
une terre de champions. Nous avons malheureusement beaucoup de gens sédentaires en Guadeloupe parce que le mode de vie s'est trop brutalement modifié. Et donc il faut inciter les gens à faire de l'activité physique. Et nous avons mis un petit dispositif qui marche très bien, qui est le P3S, le parcours sportif santé sécurisé, coordonné par la région Guadeloupe, qui consiste à mettre des parcours sportifs de santé dans toutes les communes de la Guadeloupe. Il y a 10 sites pilotes actuellement. Et d'ici la fin de l'année, nous espérons équiper l'ensemble des communes de ces parcours sportifs avec des ateliers d'activité physique dans toutes les communes. Et le réseau HTA Guad aura comme responsabilité, c'est déjà le cas, de coordonner l'animation de ces parcours par des éducateurs sportifs. Et les premiers résultats sont très bons, puisqu'on a beaucoup de personnes qui viennent, puisque ces parcours sont situés à proximité de la population. Et nous sommes satisfaits du premier bilan. Les 10 sites pilotes, ça marche. Donc on a décidé au niveau de la région Guadeloupe d'étendre le dispositif à l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Alors, docteur Crane, vous avez entendu votre collègue docteur Atala donner deux chiffres qui sont quand même ahurissants. 23% des adultes sont obèses, déjà 9% des enfants. Alors, la question est un petit peu plus délicate. Madame Vulgaire et beaucoup de Guadeloupéens prônent, on va dire, la bouffe guadeloupéenne, mais est-ce qu'elle a des problèmes aussi? Parce que, bon, on dit le McDo, le KFC, d'accord, ce sont des aliments, quelquefois, qui sont trop salés, trop sucrés, ce que vous voulez, mais est-ce que ce qu'on mange en Guadeloupe, d'une manière générale, même le traditionnel, il y a des dangers? Justement, j'ai eu l'occasion de publier ce petit livret qui parle justement des aliments de Guadeloupe, de leur composition. Et donc, on a des aliments tout à fait intéressants en Guadeloupe, surtout les féculents. Les féculents, la patate douce, la banane verte. On parle de la notion d'index glycémique et maintenant de charge glycémique. Cette notion permet de comprendre que ces aliments sont tout à fait intéressants pour notre santé. Donc, il nous faut connaître nos aliments pour pouvoir les utiliser. Et donc, on a vraiment des aliments propices à une bonne santé. C'est-à-dire qu'on peut remplacer la pomme de terre par l'igname, par exemple? Par l'igname, par la banane verte, par les poyos, les poyos, voilà, les poyos, la patate douce aussi, qui a aussi un index glycémique qui est très bas. Donc après, il faut aussi voir les modes de cuisson. C'est ce que j'allais dire. Voilà, les quantités aussi. On met de l'huile dans les poyos avec la morue. Tout dépend de l'huile. Si c'est une huile contenant des graisses polyinsaturées, là, ça peut être intéressant, telle que l'huile d'olive, l'huile de colza. C'est l'huile d'olive que l'huile de maïs? Oui, l'huile d'olive. Après, c'est un équilibre. Hein. Il faut diversifier, mais il faut savoir qu'il faut consommer, par exemple, l'huile d'olive qui contient des oméga 9 et aussi l'huile de colza qui contient des oméga 3. Donc, les études ont montré que entre ces deux graisses, qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Donc, il est préconisé de consommer un mélange, en fait, d'huile d'olive et d'huile de colza pour équilibrer cet apport en graisse polyinsaturée tout à fait bénéfique à une bonne santé parce que nos cellules sont constituées les membranes sont constituées de graisse et justement pour fluidifier le passage des molécules dans le sang, il est intéressant de consommer des graisses dites oméga 3. Précisément, je m'adresse là aux nutritionnistes, on mange trop gras d'une manière générale. Alors peut-être qu'en Guadeloupe, comme on aime bien les fritures, on pourrait dire que certaines personnes pourraient manger trop gras. Mais... Je prends un exemple, je vous coupe, les boquites par exemple. Les boquites, le problème c'est là, c'est de l'huile. Ça c'est l'exemple. Oui, ça reste une friture. C'est le mauvais exemple là. Oui. Donc il faut consommer moins de boquites, c'est ça? En fait, c'est moins de boquites et moins de graisse, on va dire, de graisse cuite. Voire frites carrément, parce que les fritures en fait contiennent beaucoup d'acides gras saturés et ça c'est pas bon pour tout ce qui est système cardiovasculaire. Par contre, quand on parle de graisse, comme disait Madame Crane tout à l'heure, on parle de colza, mais le colza, faut savoir, c'est une huile qu'on doit consommer crue parce que les bienfaits que contiennent ces fameux acides gras existent que quand l'huile est crue. Quand elle est cuite, dans une salade, une salade à la fin du repas.
sur ces poyos, Pas qu'on on met a un son bol huile. d'huile, Non, quand non, non. À la fin, quand les poyos sont cuits, ils sont prêts à être consommés, on met ces 2 cuillères à soupe d'huile de colza dessus, mais Oui. cru. Parce que cuit, ça perd tout le bénéfice. Justement, c'est important ce qu'elle vient de dire, Oui. c'est-à-dire que les graisses, comme contenues dans l'huile de colza, quand elles sont frites et quand elles sont cuites, elles deviennent nocives. Elles deviennent D'accord. nocives pour la santé parce qu'elles génèrent des radicaux libres, notamment, qui sont cancérigènes. Donc, il est important de bien choisir son huile pour les cuissons et pour l'assaisonnement. Alors, pour les cuissons, Pour les cuissons, vous on peut conseillez utiliser quoi? l'huile d'olive. Oui. Parce- Madame Tournesol Vulgaire, qu'est-ce que vous aussi. mettez dans Moi, vos cuissons? Oui. à présent, je faisais, quand on faisait le courbouillon, Oui. par exemple, Oui. on mettait du beurre, on mettait de l'huile, Waouh. et après, quand le poisson était cuit, Oui. on faisait battre du citron, de l'ail et de l'huile. Oui. Mais quelle huile? C'était quelle huile à l'époque? Avant, C'était beurre margarine, c'était ça? Non, c'était de l'huile. C'était de l'huile. Oui. C'était de l'huile. Mais c'était trop. La sauce était épaisse. Oui. épaisse. Et ça, Mais c'est bon, à présent, je vais vous répondre. Oui, à allez-y. présent, on peut faire le courbouillon Oui. Plus ça, maigre? sans graisse. Ah bon? Sans graisse. Oui. Très peu. On met son poisson, on met de la tomate Oui. pour épaissir un petit peu, mais sans graisse. Sans huile? Sans de l'huile. C'est aussi On peut bon? faire ce C'est que nous aussi bon? appelons le blaf. Oui, le blaf, d'accord. Le blaf. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, oui. Mais un courbouillon sans huile, ça. Oui, mais on ne met pas autant d'eau, on laisse parce que le poisson fait de l'eau. Le poisson fait son eau. Oui. Donc on laisse le poisson faire son eau, on ajoute très peu d'eau, on bat son citron sans huile, son ail et son citron sans l'huile. D'accord. Mais quand c'est le poisson, par exemple, ce qu'on appelle le poisson frit, mais après qu'on fait un courbouillon avec. Ça c'est la daube. La daube, alors. Ça, je c'est cherchais la le mot. daube de poisson. Alors là, Mais on il dit- y a 2 fois d'huile. Oui, il y a 2 fois. Deux fois. Alors moi je n'en fais plus du tout même. Il faut être plus de daube. Non. D'ailleurs, je n'aime pas on fait la daube avec du gros poisson. Oui. Pas avec les petits poissons. Thon, tazao, mer balaou et tout ça. Moi, je ne mange jamais. Poisson c'est pélagique. Oui, alors madame, nous, madame Bono, en matière de, parce qu'on parlait d'huile, quand on fait des fritures, la meilleure huile finalement, parce que d'après ce que je comprends, aucune huile en friture n'est bonne. Parce Si. Oui, quand même. Oui, il y a certaines huiles qui sont intéressantes. Ce sont les huiles qui contiennent des acides gras qu'on dit monoinsaturés, un peu comme l'huile d'olive. Alors, olive, oui, je note. C'est-à-dire que Les gens qui vous écoutent vont souvent noter. Alors, allez-y. Pour la cuisson, l'huile d'olive, elle parlait tout à l'heure de il y a aussi l'huile de tournesol. En fait, Oui. il faut diversifier. Et Mais il quelles faut sont celles qui éviter, sont par contre, nocives, alors? voilà, il Celles faut qui sont éviter de faire cuire des huiles polyinsaturées, Oui. telles que l'huile de soja, oui. l'huile de colza, l'huile de noix. Donc, ces huiles sont des huiles d'assaisonnement Oui. que l'on rajoute après cuisson dans Les gens ne le savent aliments. pas, ça. Les gens ne le savent pas. Ouais. Alors, parce que moi, j'ai vu des broquites faites avec de l'huile, entre guillemets, ordinaire. Oui, non, c'est plus abordable. Donc, au niveau des roulottes, justement. Oui. Vous passez dans les roulottes, leur dire qu'il faut changer un petit peu le mode de cuisson. Donc, on Est-ce que votre essaie, action va jusque-là? on essaye de mettre en place des actions de sensibilisation, mais c'est vrai que c'est le rôle de la direction des services vétérinaires de faire un peu de contrôle, oui. parce qu'effectivement, l'huile est utilisée à plusieurs reprises, Oui, ça plusieurs surtout. jours Voilà. consécutifs. Voilà. Et là, donc vraiment là, il y a vraiment des radicaux libres qui sont générés lors de ces cuissons-là, qui entraînent après stockage dans l'intestin, au niveau de l'organisme, qui favorisent les maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors, la question est posée aux 3 par Madame Vulgaire. Des 2, le salé ou le sucré, lequel est le plus dangereux? De manière générale. Chacun, ils ont leur travail. Oui, pour moi, on ne peut pas répondre ni l'un. Enfin, pour moi, les deux sont dangereux. Je ne peux pas vous répondre. Moi, Ah j'avoue bon? que je ne pourrais pas. Oui, pas Madame Il Boudou non faut plus? doser. Il C'est la fréquence à Oui. gérer. Non, parce qu'on Donc- dit qu'on... Oui. En fait, l'organisme a besoin de sel, de potassium, mais aussi a besoin de sucre. Oui. Donc, l'organisme a besoin des deux. Oui. Donc, après, c'est les quantités, la qualité de ces aliments contenant ce type de molécules
on doit faire attention à notre alimentation par rapport à cela. Alors, je prends l'exemple particulier de nos jus. Nous sommes gros consommateurs de jus, je parle même pas encore des sodas. Est-ce que nos jus sont trop sucrés? D'une manière générale, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un souci. Consommer naturel? Non, sans avec sucre. moins de sucre. Moins de sucre. Alors, qu'est-ce que vous appelez moins de sucre? En fait, comme la loi Lurel le demande, il faudrait moins sucrer tout ce qui est boisson ici. On imagine que dans un petit verre de jus, en métropole, on trouve environ 10 grammes de sucre, 10 à 12 grammes de sucre. Ça veut dire 2 carrés. On va dire, exactement, 2 morceaux de sucre. Ici, on serait presque à 3. Ouais. Donc, même plutôt 4. On serait presque à 4. Donc là, ça veut dire que déjà qu'en prenant un simple verre de cantine, je ne parle pas d'une bouteille entière, on passe de 2 à 4. 4, ouais. Obligatoirement, il y a un problème. Donc nous, on est déjà au-dessus, il faudrait déjà commencer à diminuer. Et puis après, peut-être à revenir à des choses plus saines comme les fruits. Oui, Madame Cohen, ce sucre, ces 4 morceaux de sucre qu'on ingère en buvant du Coca-Cola, par exemple, ou un yaourt de chez je ne sais pas qui, où vont-ils? Non, parce qu'on a dit tout à l'heure pour la graisse, le parcours, alors qu'est-ce qui se passe pour le sucre? Pour le sucre, donc en fait déjà une première chose, c'est qu'avec la consommation excessive de soda, le goût est altéré, c'est-à-dire qu'on s'habitue au goût chimique, au goût sucré chimique, qui fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à déceler le goût sucré naturel des fruits notamment, et donc on perd cette faculté d'appréciation du sucre naturel. Donc là, c'est déjà les papilles à ce point-là? C'est les habitudes. Les habitudes alimentaires. Donc forcément, ça a une incidence. Donc d'autre part, ensuite, quand on met trop de sucre dans le jus, c'est vrai que c'est bien de consommer des jus locaux puisque les fruits ont des vitamines, ont des minéraux qui sont intéressants pour la santé. Et il faut simplement faire attention à la quantité de sucre que l'on met dans le jus. Donc le sucre qu'on a l'habitude de rajouter, c'est du saccharose qui se dégrade assez rapidement dans le sang après ingestion. Donc qui peut entraîner l'augmentation de la glycémie parce que le saccharose est une molécule qui se dégrade rapidement. D'accord. Donc d'où l'importance de ne pas mettre trop de sucre dans les jus pour ne pas augmenter une élévation rapide de la glycémie. Alors, je reviens sur le local. Est-ce que les fruits que nous consommons ne sont pas trop sucrés? Tu prends la canne? Les fruits? Oui. La canne à sucre, par exemple. Non, je pose la question. Oui, donc après, il faut savoir si c'est dans le cadre de régime ou de rééquilibrage. Oui. Là, il faut faire un peu plus attention. Mais globalement, les fruits contiennent beaucoup de vitamines, des antioxydants qui sont indispensables pour une bonne santé. Donc, il est vraiment important de consommer ces fruits et ces légumes locaux qui contiennent ce type d'éléments indispensables. Madame Vulgaire, en matière de dessert, alors il y a le choudo, bien sûr, qui est très sucré. Il est trop sucré ou pas? C'est selon la personne. Oui. Mais tous les choudos que j'ai déjà bu sont très sucrés. Plus sur le gâteau avec, ça fait beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait comme dessert traditionnel? Moi, ne me parlez pas de sucre parce que je suis malade de sucre. Avant de partir là, j'ai fait une casserole de confiture frontée. Confiture? Frontée, patates et bananes jaunes. Mélangées. Oui, sans sucre ou avec sucre? Bien sucré. Alors, j'essaie, avec ma fille, mes enfants me disent, maman, tu bois trop de sucre. J'essaie, mais je ne suis pas encore arrivé. D'accord, c'est difficile. Parce que j'aime bien sucré. Oui. Et c'est mauvais, vous avez entendu que c'est mauvais. Mais je sais que c'est mauvais. Oui, mais quand même... De toute manière, moi je dis que j'ai déjà 85 ans. Oui, vous êtes là, donc... alors, vous ne m'avez pas répondu. Alors, du point de vue de la cuisine locale, des desserts locaux, qu'est-ce qu'on propose aux Guadeloupéens en général, à l'association des cuisiniers? On fait la salade de fruits. Oui. C'est nouveau, ça. À votre époque, on faisait déjà la salade de fruits quand vous avez 20 ans. Ah oui, la salade de fruits frais. À présent, quand on parle de salade de fruits, c'est en pot. Oui. Mais nous faisons la salade de fruits frais. Avec quels fruits? Alors, des ananas, et goyaves,
et mangue, Melon. et abricot, pomme liane. Pomme liane, oui. Il y a deux, il y a la pomme liane, il y a la pomme calebasse. Je ne sais pas, à présent on dit maracuja. Mais C'est la même chose, madame. Fruit de la passion, ce qu'on Fruit appelle de la la passion. passion, Oui. maracuja. Et la Nous, pomme c'est liane, des c'est la même Non, chose. non, c'est la même famille, mais Mais c'est c'est deux espèces différentes. Oui. Et c'était ça le principal dessert, c'était Oui, ensemble de mais fruits on faisait des bananes flambées. aussi. On fait du sorbet Oui, au coco, sorbet aux fruits. d'accord. Oui. Et gâteau. Toujours gâteau. Quel gâteau? On fait gâteau fouetté, on fait gâteau à l'ananas, on fait gâteau au yaourt. On fait gâteau. D'ailleurs, on a toujours gâteau. Dans votre jeunesse, il n'y avait pas de gâteau yaourt. Si? Non, c'est à présent. Là. d'accord. Oui, Oui, c'est vrai. d'accord, c'est Mais nouveau nous déjà. avons c'est nouveau. Oui. C'est nouveau. Mais nous avions toujours le gâteau. Toujours. Alors, est-ce que nos desserts sont trop sucrés? Déjà, comme le disait le docteur, déjà rien que les yaourts sont déjà beaucoup sucrés. Oui. Donc si en plus on fait un gâteau au yaourt, Oui. on rajoute déjà le Double, sucre. oui, c'est la Double double sucre. peine, quoi. C'est Voilà. ouais. Donc en général, ils sont trop sucrés. Donc bah, après, tout ce qui est gâteau à base de fruits, les tartes de fruits, etc. Tout Si on ça. rajoute pas de sucre, s'il y a uniquement le sucre La du tarte, fruit, par exemple, à la goyave voilà. qu'on S'il n'y a achète. pas de sucre en plus rajouté, ça Alors, peut être un dessert. Et nos sucres, oui, on ne pas du dessert, mais les doucelettes, Sucre sucre à coco. C'est pas un dessert, ça. Après, C'est pas un dessert. C'est pas des desserts. Ah ben, il me semblait que c'est des desserts parce que apparemment ça se consomme bien, ça. Et c'est nocif, madame Crane, docteur Crane. Oui, donc en fait, les doucelettes, c'est à base de sucre essentiellement. hein. Oui. C'est du C'est sucre. du Le sucre, principe c'est 100% sucre, ça. composé, C'est du c'est sucre, ça. c'est le sucre. Donc après, c'est une question du sucre et du coco. Oui, c'est une du question jus de coco avec du d'équilibre. sucre. Oui. C'est une question d'équilibre. Oui. Donc il faut savoir que le sucre existe. Il existe des féculents, ce qu'on appelle les féculents. Il y a aussi des sucres dans les féculents. Donc il y a ce qu'on appelle les sucres rapides et les sucres lents. Bon, c'est un peu... C'est en train d'évoluer, mais en fait, les féculents sont aussi constitués de sucre. Donc, il ne faut pas forcément dire que le sucre n'est pas bon. En fait, il faut savoir de Faut quel gérer, en sucre, fait. de quel sucre que l'on parle, et ensuite bien les connaître pour pouvoir les utiliser à bon escient. Oui, parce que je pense quand même, si la loi Lurel il sera appliquée l'année prochaine, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des excès. Oui, le sucre Et- rapide. Ouais. Alors, qu'est-ce qui crée l'obésité? Le sucre ou les produits corps? Ben, c'est un ensemble. C'est l'ensemble, l'ensemble. Tout à fait, c'est un ensemble et l'obésité, quelquefois, entraîne aussi l'excès de sucre, pardon, entraîne aussi le diabète, Le diabète, Qui, oui. Il y a beaucoup de diabétiques en Guadeloupe. Hein. qui est une maladie qui est due au sucre. Quand vous avez à traiter les diabétiques, Bien sûr, oui, bien sûr, il y en a beaucoup en Guadeloupe. et on arrive à j'allais dire, réduire leur addiction, parce que c'est une véritable addiction, le sucre, En d'après ce fait, qu'elle dit. un diabétique il n'a quasiment pas le choix en fait de réduire Il est condamné la à- consommation de produits sucrés, de sucre simple. Hein. Je parle Oui. de boissons sucrées, de sucre, le saccharose, Oui. sucre de canne. C'est une obligation pour sa santé. Pour lui, il est obligé d'arrêter. Par contre, bien sûr, il doit continuer à manger des féculents qui contiennent des sucres complexes. Ils sont essentiels au fonctionnement de notre organisme. Mais un diabétique est obligé d'arrêter pour sa santé. Et vous arrivez à les convaincre? Eh ben, les personnes qui ont pris conscience de la maladie, qui veulent se soigner, oui, ils le font. Mais par contre, on remplace le sucre, parce que Eh ben, ça justement, devient une drogue il y quelque aurait- part. eh ben, c'est un peu le problème, c'est qu'on peut pas vraiment on peut le remplacer par des édulcorants qui donnent un goût sucré, mais on retrouve pas les édulcorants dans tous nos produits industriels, tout ça. La majorité des produits sucrés, c'est du saccharose. Mais oui, c'est difficile pour eux, mais ils Oui, il sont faut y presque arriver. obligés. Ouais. Mais justement, pour les diabétiques, la notion d'index glycémique est importante pour équilibrer leur diabète. Donc, l'index glycémique et la charge glucidique est importante. Il faut expliquer aux diabétiques le rôle des aliments sur leur organisme pour leur permettre Il y a une éducation d'équilibrer, thérapeutique à faire quand même, c'est pour ça. leur permettre d'équilibrer eux-mêmes leur diabète. Parce qu'il y a du sucre dans les féculents. Donc après, il faut favoriser tel type de sucre par rapport à tel autre, équilibrer l'un et l'autre. Donc c'est juste une gestion. Amener le patient à comprendre ce qui se passe pour qu'il intègre les bonnes habitudes
à favoriser. Alors, on va avoir un tout petit reportage sur la situation en Guadeloupe. C'est une situation, on l'a dit tout à l'heure avec le docteur Atala, qui est déjà catastrophique. Sur l'obésité, un petit reportage et on revient tout à l'heure en plateau avant la page pub. Non, pas encore prêt. Le reportage sur... Voilà. Un Guadeloupéen sur 2 est en surpoids. Pire, près d'un Guadeloupéen sur 4 est obèse. L'obésité gagne du terrain et la plupart d'entre vous en a bien conscience. J'ai remarqué au fil des années qu'il y a de plus en plus de personnes à forte corpulence et je pense que cela est dû justement à une mauvaise alimentation, surtout au fast-food, aux bokits et les choses comme ça, et puis que certaines personnes ne font pas assez de sport. Et ouais, je pense que c'est ça en fait. L'obésité c'est un problème en Guadeloupe parce qu'il y a vraiment trop de gens qui vont dans les fast-food et c'est vraiment trop gras. Et puis je pense qu'ils devraient plutôt cuisiner avec les appareils sans graisse, ce qui se porterait mieux. Donc globalement, nous sommes trop sucrés, trop salés. Et donc les nutritionnistes, vous avez du pain sur la planche, c'est bien le cas de le dire. C'est clair. Oui. Oui. Pas d'activité physique aussi. Pardon, Pas d'activité. oui, il parlait tout à l'heure, le docteur Atala parlait du plan sport. Alors, est-ce que vous conseillez aussi du sport à vos Bien patients? sûr, l'activité physique est essentielle. Hein. On parle de diététique, mais là, la diététique ne veut pas aller sans l'activité physique, hein. Oui. Sans un minimum qui permet de réguler son poids, de ne pas prendre du poids, ou tout simplement d'être en bonne santé, de faire le corps fonctionner. Oui. Et comment se nourrit une nutritionniste? Très bien. On interroge Madame Venguer parce qu'elle est cuisinière, mais alors vous mangez quoi? Parce que ça doit être compliqué De pour tout. Non, Les pas du diététiciennes tout. sont de très grandes gourmandes. C'est clair. vous. Vous arrivez à Ouais. tout manger? Pour être diététicienne, il faut aimer manger de toute façon. Il faut aimer D'accord. les aliments, il faut aimer manger. On n'a pas... Donc certes, la semaine, voilà, on mange ce qu'il faut, hein, vraiment nos repas complets. On se fait plaisir souvent le vendredi midi entre Ah, collègues. quand même, vous avez quelques Manger un petit fondant au chocolat. Ah, quand même. Ah, quand même. Mais bon, après, voilà, il faut gérer, c'est vraiment une question de fréquence. Hein. Mais on a le droit de se faire plaisir. Tout ce qui est fast-food, je vais jamais vous dire que j'ai jamais été au fast-food. Bien sûr, j'ai déjà été au Ah, fast-food. vous y allez quand même? J'ai déjà Bah, été au alors, fast-food. Mon Dieu, qu'est-ce Comment que j'ai dit vous conseillez à vos clients, à vos Non, patients de non. ne pas y aller? Oui. Bien sûr, après tout dépend. Si Ouais. tout dépend du poids, si c'est une personne en surpoids, etc. On a le droit de se faire plaisir. Après, c'est sûr que tout ce qui est fast-food est très mauvais de façon très accumulée. On peut voir que quand vous voyez les fast-food en Guadeloupe, c'est toujours plein à n'importe quelle heure. Oui. Il n'y a pas de temps de pause, c'est toujours plein. Ouais. Et il y en a un peu vraiment partout. Vraiment, dans toutes les villes, on va toujours trouver un fast-food. Mais est-ce que les fast-foods sont vraiment un danger Oui. pour la société? Parce qu'on Ça voit devient vraiment les un jeunes fléau. Américains... Voilà, on peut voir ça au niveau Ouais. des jeunes américains, mais c'est vraiment un danger parce que je connais rarement des personnes qui vont au fast-food pour manger une salade. Même s'ils proposent des salades, la Ouais. majorité ne vont pas prendre une salade au fast-food. Mais justement, docteur Crane, dans vos missions, vous passez un petit coup de fil de temps en temps au fast-food en leur disant, bon, réduisez un petit peu sur la graisse et ou pas du tout? En fait, au niveau du fast-food, leur objectif, c'est la rentabilité. Hein. Oui, ça c'est clair. Ça, C'est la rentabilité. Donc, Mais après, oui, mais plus lui, il y a c'est pas de, une rentabilité. plus il y a de clients, de consommateurs, plus ils sont contents. Donc, c'est à chaque consommateur de prendre conscience de ses habitudes alimentaires. Et donc là, on n'a pas vraiment parlé des fibres de Oui. l'alimentation. Oui. Des fibres que l'on retrouve dans les légumes, dans les fruits, Par exemple. dans les féculents aussi, qui sont quand même indispensables pour le transit intestinal. Et donc, les jeunes, Alors, ces fibres, les donnez des ados exemples, ne parce que- consomment pas De fibres, ne consomment pas de légumes, de légumes. de fruits, et donc, justement, ont des problèmes de constipation, des problèmes de transit intestinal qui seraient dus à ce manque de fibres dans l'organisme. Alors, quels sont ces légumes qui sont porteurs de fibres, concrètement? Donc, il y a tous les légumes hein, qui existent ici. Il y a les épinards, le pourpier, l'haricot vert, Le la pourpier, ça se christophine. mange rarement maintenant. Ça se mange rarement, mais c'est très intéressant pour la santé. Le pourpier. On le consomme
en salade. Très rarement. Très rarement. Donc, On consomme plus l'épinard. l'épinard. Oui. L'épinard, mais le paupier a des propriétés intéressantes. Le paupier et l'épinard mélangés, ça fait un joli mélange. Exactement. Exactement. Souvent, ce mélange est réalisé pour permettre de consommer justement le paupier qui n'a pas forcément un goût très attrayant. Oui. Alors, Donc il y a la Christophine aussi, il y a Oui. l'aubergine que l'on trouve ici, les courgettes. Ce ne sont pas des choses toujours très intéressantes du point de vue Mais pourquoi vous dites gustatif. ça? Non, mais je... Oui, là, c'est une question d'habitude Oui. et de Vous en conscience. consommez beaucoup, madame? Oui, tout à fait. Oui. Et il faut se dire que c'est intéressant pour la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. C'est vrai. Donc, il faut pouvoir se discipliner et se dire que voilà, c'est intéressant. Il y a des fibres, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne santé. On peut par ailleurs consommer des aliments plaisir de temps en temps. Oui, comme fait madame. Voilà. Oui, une fois par semaine. Cela. Ils n'ont pas consommé exclusivement que ce type d'aliments nocifs pour une bonne santé. Alors, Donc, on a des légumes, des fruits qui sont intéressants. Il faut prendre l'habitude et les parents ont ce rôle-là justement au niveau de leur enfant, de leur permettre de connaître ce goût-là, de les habituer pour qu'après qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne soient pas dégoûtés, qu'ils acceptent ce type d'aliments. C'est le problème qu'on retrouve au niveau de la restauration scolaire en fait. oui. Donc de plus en plus au niveau des restaurants scolaires, ils proposent des aliments locaux, mais qui sont justement délaissés par les enfants parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas. Oui, parce Ils que mangent pas ça chez eux. les parents n'éduquent pas leurs enfants Voilà, ils ne mangent pas ça chez cette eux, donc alimentation. du coup ils ne les consomment pas en restauration scolaire. Alors, est-ce que vous agissez sur la restauration scolaire, c'est-à-dire vers les écoles, en leur disant, bon, écoutez, moins de yaourt, moins de mayonnaise, etc. Tout à fait, on propose des plats alimentaires et des menus au niveau des restaurants scolaires. Vous êtes écouté? Incluant... Vous êtes écouté? Tout à fait, Oui. parce que cela devient une obligation réglementaire au niveau des restaurants scolaires, l'introduction d'une certaine quantité d'aliments locaux. Et au niveau des menus, les menus doivent être équilibrés. Oui. Équilibrés et donc... Et ils le sont? Ils le sont pour certaines communes, certains restaurants Dites les scolaires. communes ne s'appelait pas, comme ça les gens le sauront pour leurs enfants. Mais alors moi je pose la question aux diététiciennes, est-ce que dans la restauration scolaire aujourd'hui, on trouve régulièrement des diététiciens? Normalement, c'est vrai que... C'était prévu normalement pour la loi. Oui, normalement, mais tous les restaurants collectifs, hein, tout ce qui est cantine, normalement, il y a une diététicienne qui doit intervenir pour bien vérifier Alors moi je ne comprends pas, parce que madame dit qu'elle est obligée de rappeler les gens à l'ordre, c'est que les diététiciennes ne font pas leur job. Alors, ou elles ne font pas leur job, mais après, il y a une chaîne, la diététicienne décide, après, il y a la cuisine, après, Oui. je ne sais pas où Et le bien, problème intervient. Mais justement, à quel niveau intervient Elle intervient la diététicienne? avant... vraiment des mois Confection et des des mois, menus. voilà, Oui. des semaines avant. Non, mais je veux dire, elles sont sur place en Elles permanence? sont sur place aussi, mais je ne peux pas vous dire en permanence. Non. Vous n'avez Ça jamais dépend travaillé des dans la restauration scolaire? Moi, pas ici, Oui. mais pas en tout cas, là où j'ai pu travailler, on n'était pas de façon permanente en cuisine. Donc vous n'étiez pas écouté? Eh bien, ça dépend du fonctionnement de la cuisine, ça dépend de l'équipe. De la bonne volonté voilà, du c'est- responsable. Alors, je vais inviter madame Bullier. Est-ce qu'il y a des diététiciennes chez les cuisiniers de la Guadeloupe? Ils n'ont pas besoin de ça? Mais non, parce que... non, on n'a pas de diététicienne, mais on a des règles, il y a des choses qu'on observe. Oui. On observe parce qu'on a déjà une grande pratique. Nous avons 97 ans de vie. Oui, je sais. Donc on a déjà trimballé assez souvent. Oui. Donc, par exemple, moi je sais que les poyots, on peut manger les poyots sans crainte. D'accord. Par exemple, je dis assez souvent, pourquoi à la période des mangues, on ne donne pas dans les cantines aux enfants des mangues comme dessert? Oui, ça, c'est Oui. une Pourquoi on ne leur donne pas des bananes? Oui. De plus en Vous plus, avez les du produits travail, de madame Kranen, apparemment. De plus en plus, les On leur produits de donne des saison pommes. sont... Oui, on donne des sont pommes, étoiles, des poires et des raisins. Je ne Donc, donne pas de fruits locaux. c'est Et une nous question... avons de bonnes mangues. C'est une question de De très disponibilité, bonnes mangues. une question de disponibilité De quoi? et d'organisation, Oui. surtout d'organisation. Disponibilité de quoi? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des collectivités, les denrées sont commandées d'une manière générale Mais oui, mais les collectifs par le biais d'empoisonnent des nos marchés enfants. publics. Oui. Et donc il faut que les producteurs, les agriculteurs soient organisés pour pouvoir répondre à la L'Union demande. des producteurs de la Guadeloupe est suffisamment organisée sur ça. On va y revenir tout à l'heure. On prend une page de pub et puis on se retrouve pour le deuxième plateau.